Kadiali, c'est le livre que j'aurais souhaité écrire. Quand il me l'a soumis à lire, je me suis retrouvé dans une problématique qui n'est pas seulement celle du Sénégal, mais c'est aussi comment nous avons reçu en héritage une radio coloniale, qu'est-ce que nous en avons fait, comment les pouvoirs publics ont pu se positionner par rapport à ces médias et quelle a été leur attitude par rapport à la tentation du monopole, la tentation de la domination. Or, ce qui se passe et que Kadiali signale dans son livre, Bakoum va y revenir plus longuement, c'est que plus ça avance, plus ça change, plus on a l'impression que c'est la même chose. Et il y a ce que Kadiali signale à la fin de son livre, d'ailleurs c'est la dernière phrase de la préface que j'ai faite du livre, c'est que plus le Sénégal est pluriel, plus la notion de service public devient problématique. Et nous avons peut-être, dans une sorte de controverse avec certains de nos aînés, une perception du service public qui n'est pas le média public. Le média public est financé par l'argent du contribuable. Le service public, c'est la capacité à une certaine convivialité qui fait que les contraires ont un espace commun qui leur serve de plateforme de rencontre, où l'opposition peut rencontrer la majorité, où différents groupes ethnoculturels peuvent parler cette langue, et je crois que nous avons raté quelque chose quand Mandela a créé la nation arc-en-ciel. Nos différences culturelles nous enrichissent, mais nous avons, et Kadiali le déplore, Kadiali parle 6 langues, et il trouve que les médias appauvrissent la richesse linguistique du Sénégal en centrant de plus en plus les choses sur une seule langue, le Wolof. C'est un avantage. Mais il ne faut pas que les qualités du Wolof deviennent son principal défaut, c'est-à-dire un monopole qui asphyxie non seulement d'autres langues, mais derrière les langues, il y a des manifestations et des richesses culturelles que nous perdons de plus en plus. J'en suis un bon exemple. La dernière à parler mandingue chez nous, c'est ma mère. Quand elle est décédée, plus personne ne parle cette belle langue chez nous. Enfin, je veux dire, dans ma famille. Récemment, on m'a bombardé président d'un groupe de famille mandingue, et quand j'ai dit, moi, je ne parle pas sorcier, ils m'ont dit, ça va être l'occasion d'apprendre. Donc, Kadiali pose ce problème. Donc, les diversités qu'il pose ne sont pas seulement les diversités politiques, mais c'est aussi les diversités qui font l'essence, la texture du Sénégal. Nous les perdons tous. Maintenant aussi, il y a un certain nombre de choses. Le mode de nomination des responsables des médias publics, et qui fait que très souvent on gère sa carrière beaucoup plus qu'on essaie d'être en conformité avec l'évolution démocratique du pays. Comment un pays qui a décidé à 2 reprises une alternance politique pacifique peut avoir un média public aussi timide? Ce que le directeur Pathé Falvé disait tout à l'heure, cette parole, elle ne va pas se libérer par suite d'un décret présidentiel, d'un arrêté ministériel. Il faut que de l'intérieur, il y ait une dynamique de conformité. Enfin, les marxistes appelaient cela la loi de conformité entre les idées et la réalité. Il faut que la réalité, qui est ce que les gens vivent, soit de plus en plus conforme à un certain nombre de choses que nous aurions voulu, en tant que journalistes, vivre. Avoir plus souvent l'opposition à la radio, à la télévision, non pas dans des émissions sous cellophane, complètement coupées du réel, où des partis désignent des gens qui viennent 1 ou 2 fois par semaine faire un débat qui s'appelle pluriel. Non, ce n'est pas ça. C'est l'événement qui commande le débat. Et s'il y a aujourd'hui une évolution vers une 3e étape de la décentralisation, ne pas attendre que 1 fois ou 2 fois par semaine, on ait l'occasion de rassembler tout le monde pour organiser enfin ce débat. Ou pour dire exceptionnellement, la dernière fois que j'ai participé à un débat, c'était lors du changement de Premier ministre. En fait, peut-être que si le débat était permanent, peut-être
que le changement de Premier ministre ne serait pas cette sorte de coup de pistolet qui a surpris beaucoup de gens, mais on aurait vu venir, on aurait informé les gens. Je veux simplement, pour finir, puisque j'ai passé 15 ans de ma vie à travailler à la BBC, la querelle qu'il y a eu entre le Premier ministre britannique Margaret Thatcher et le gouverneur de la BBC. C'était lors de la guerre des Malouines et Margaret Thatcher voyait mal que la BBC, organe de presse britannique, ne fasse pas de différence entre les protagonistes et parle aussi bien des victoires britanniques que argentine, puisque cette guerre opposait l'Argentine, et elle a convoqué le gouverneur de la BBC pour lui dire, écoutez, vous êtes payé avec l'argent des contribuables britanniques, donc soyez de leur côté. Le gouverneur lui répond, oui, je suis de leur côté, ils m'ont payé pour dire la vérité. Donc si je leur mens, je serai en contradiction avec ce qui me lie à eux. Je pense que c'est ça le sens du service public. Et jamais dans la préface, je n'utilise l'expression service public, je me contente de parler de médias publics, de médias gouvernementaux. Certains ont été surpris de la facilité avec laquelle la RTS, que l'on a cru un moment être une sorte de phalange, une sorte de résistance acharnée au service du Parti Socialiste, au service du président Diouf, comment du jour au lendemain, elle a tourné Kazakh. Mais en fait, elle n'a pas changé, elle n'a pas tourné sa veste. C'est un média gouvernemental. Et si demain, on a un gouvernement communiste, un gouvernement je ne sais quoi, avec la même tranquillité, la RTS changera de cap et sera conforme à la doctrine du gouvernement. Maintenant, il faut non pas lâcher le gouvernement, le directeur l'a dit. Un pouvoir politique a des besoins énormes de communication. Et la radio d'ailleurs, la télévision ne sont que des canaux parmi d'autres par lesquels les pouvoirs publics communiquent avec la population. Administrer, gérer, c'est aussi communiquer. Mais il faut maintenant trouver la voie pacifique, comme le peuple l'a fait en changeant de gouvernement lorsqu'il pensait que celui qui est en fin d'exercice ne lui convient plus. Il faut qu'on trouve une manière de faire en sorte que le service public, qui est plus conforme aussi à la dignité des journalistes. Et dans les codes de déontologie, c'est fou ce que le mot dignité, ce que le mot honneur reviennent. Nous n'avons pas dans nos procédures d'embauche un moment où nous prêtons serment. Les avocats le font, les magistrats le font, les médecins le font, les journalistes ne le font pas. Et pourtant, le premier point du code de déontologie, des codes de déontologie parmi les plus partagés, c'est, je parle notamment de la déclaration de Bordeaux qui date de 1954, qui a été repris en 1971 par la déclaration de Munich, chercher et diffuser la vérité en vertu du droit du peuple à la connaître, telle est la mission du journaliste. Le gouvernement n'apparaît pas. C'est le souverain bien, le peuple qui est intéressé, et c'est autour de lui, à son profit, que cette fameuse lanterne du passé, brandie par le présent, peut véritablement éclairer le futur, pour reprendre l'expression du directeur. Je vous remercie. Inspiré de préciser le service public, et ensuite il ajoute la radio-télévision sénégalaise, parce que justement en fait de service public, tout le monde doit en faire. Je veux dire que quand on est attributaire de signal de radio et de télévision, on a l'obligation de faire une partie de service public. Le service public n'est pas la propagande publique, comme la propagande pour un pouvoir, comme on l'a vu dans le livre, et enfin, nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors dans ce cas, Jean, je dis promesse et désespoir d'un service public. Je ne sais pas si le mot désespoir est celui qu'il fallait ou c'était peut-être déception. Parce que désespoir, je me dis, c'est fini, quoi. On ne peut plus rien espérer. Tandis que quand il y a déception, on est déçu un moment, mais on peut toujours récupérer parce qu'il y a y avoir des changements de conditions qui permettent de récupérer et puis donc de ne plus être aussi déçu que ça. Mais le désespoir, c'est vraiment fini, quoi. Est-ce que c'est en rapport avec ce qu'il aurait voulu apporter dans le service public, ce que lui avait voulu faire et qu'il ne pourra plus faire, en tout cas comme tel, parce qu'effectivement, il est sorti maintenant et par la grande porte parce qu'il est à la retraite. Est-ce que c'est ça le désespoir? Peut-être c'est ça, effectivement, si c'est le cas. Malheureusement, Kadiali, ce n'est plus à la RTS que tu pourras apporter ce que tu voulais apporter, mais ce sera peut-être sur un autre support avec quelqu'un d'autre. Donc, quand je vois ça, évidemment,
je dis que la préface de Mame Less Camara vient renforcer l'authenticité des faits rapportés, car lui aussi est de la famille justement. C'est là dont le linge porte les stigmates et autres intempéries de saisons longues de plusieurs années. Les intempéries qui ont entaché l'image de la RTS et en entachant cette image, entaché d'autres images, c'est sur plusieurs décennies que ça s'est passé. Et c'est l'auteur et le préfacier donc, pour eux, c'est la dernière décennie qui a le plus posé problème. Pour diverses raisons. Peut-être c'est parce que c'est la décennie effectivement durant laquelle on a pensé que l'année 2000 constituait une rupture, un repère pour complètement changer tout. Comme je disais à l'autre, on avait peut-être espéré que d'un jour au lendemain, le gris du Sénégal se transformerait en bleu azur et que donc tout le monde sentirait bien. Évidemment, ça ne peut pas se passer comme ça, mais c'était un rêve qui était là. Donc il y avait effectivement cet espoir très fort. Et je me souviens encore avoir parlé avec, à l'époque, feu Chérif El Walid, qui était le conseil justement du président de Wade, qui me disait en 2002, on était encore dans l'euphorie du truc. Il me dit un jour, le président Wade l'a appelé en lui disant: mais Chérif, moi je pensais que la RTS avait changé sa manière de travailler et je me rends encore compte que ça continue aujourd'hui. Alors, Chérif, qui rêvait évidemment de changement, bon, a dit: Monsieur le Président, j'espère que ça va changer. Eh bien, à la pratique, on a vu ce que ça a donné. À la lecture des livres de Kadiali Diakhaté, on se rend compte que c'était encore pire que ce que nous pouvions voir quand nous étions de l'extérieur. Parce qu'au moins de l'extérieur, il peut vous arriver de dire: bah écoute, je décide de ne pas regarder ça, je zappe et puis c'est fini. Mais lui, il vivait ça de l'intérieur. C'est pourquoi je dis, dans ce livre, il y a ceci: 305 pages, c'est vrai, 23 chapitres, 2 personnages centraux, un observateur d'une grande entreprise de presse, très largement financée par le contribuable. Voilà un peu le livre, voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. 305 pages dans lesquelles on retrouve beaucoup de choses, mais surtout les personnages centraux dont j'ai parlé. Enfin, je n'ai fait que répéter ce que Kadiali a écrit. C'est un certain Babacar Diagne, directeur général de la RTS, et en face, Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal. Ces deux personnages ont occupé beaucoup d'espace dans le livre, pour une raison bien simple. C'est les derniers, effectivement, que Kadiali a pratiqué en termes d'autorité ayant un pouvoir et sur la radio, et sur la télévision, et sur l'espace public, et parfois même l'espace politique en général. Donc, je comprends parfaitement, effectivement, que l'accent a été mis sur ça. Mais quelque part dans le livre, on va également retrouver le Kadiali qui a travaillé dans les régions, qui connaît bien les régions, qui connaît bien le commandement territorial, qui sait effectivement comment ses préfets, sous-préfets et ses gouverneurs, évidemment, décider de tout et de rien, pouvaient simplement récompenser un journaliste, pouvaient en sanctionner un autre, pouvaient même faire de l'ostracisme contre un troisième, pour une raison bien simple, parce que vous n'avez pas été à la hauteur par rapport à mes attentes, moi, gouverneur. Alors, si c'est un gouverneur de région, si c'est un préfet qui peut faire ça, à plus forte raison, le président de la République. Donc là, il nous a décrit un compagnonnage. C'est le compagnonnage entre Wade et Babacar Diagne, mais avant cela également, entre Babacar Diagne et Abdou Diouf. Pour arriver à quoi? À la conclusion que le même Babacar Diagne, qui a servi avec beaucoup de zèle, avec, à la limite, il y a une description qu'il fait de Babacar Diagne, j'y arriverai pour lui dire que je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Mais donc, c'est vous dire que quand il a parlé du compagnonnage entre Babacar Diagne et Abdou Diouf, et le même Babacar, il le retrouve dans d'autres habits, bleu, or ou je ne sais pas trop quoi, faisant exactement pour Abdoulaye Wade ce qu'il faisait pour Abdou Diouf, en le faisant pour Diouf, il le faisait dans une certaine mesure contre Wade. Il ne peut pas comprendre que le même Babacar ait réussi cette mue, cette transformation pour devenir effectivement le même turiféraire, ce que lui, il appelle le même propagandiste. Il est allé même beaucoup trop loin en le comparant à quelqu'un, un certain Goebbels. Je pense que quand même, et je le dis tout de suite, Babacar, je dis sous d'autres cieux et pas des moyens démocratiques, on vous aurait envoyé une très lourde demande d'explication pour avoir comparé quelqu'un à un truc comme ça. C'est vous dire. Mais bon, je comprends peut-être que parce qu'effectivement, il devait être ulcéré. Enfin, vous me permettrez, parfois, je vais le tutoyer parce que bon, ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Je pense que c'est en 79 ans maintenant. Ça fait quand même quelques jours pour certains des enfants qui sont là n'étaient pas encore nés. Donc, c'est vous dire simplement que, alors quand on lit ce livre, on voit la compétition qu'il y a autour. D'abord, le pouvoir politique, que vous maîtrisez un outil
très fort, très puissant. Au départ, on vous dira c'est légitime. C'est tout à fait normal parce qu'effectivement, comme disait quelqu'un tantôt, un État, un gouvernement, ça fait beaucoup de choses, c'est beaucoup d'actions. Donc c'est normal de se battre pour qu'il y ait de la visibilité de cette action. Mais est-ce que parfois, dans certains cas, d'après Kadiali, ce n'est pas la visibilité de l'État qui était recherchée. Ce n'est même pas la visibilité du pouvoir au sens de ses différentes composantes qui était recherchée, mais c'est peut-être la visibilité d'un homme. Ça, c'est Kadiali qui le dit, en disant que Abdoulaye Wade, en fait, tenait tellement à l'image, à polir sa propre image, qu'à la limite, il occupait tout l'espace. Et ce faisant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Babacar Diagne, ayant l'expertise dans le domaine, étant suffisamment fort pour le faire, il était préparé à cela. Et lui, il rappelle que Babacar a été élève socialiste, étudiant socialiste, ensuite journaliste recruté peut-être pour les besoins du Parti socialiste, mais envoyé à Lille pour ensuite revenir continuer à faire la propagande. Et le même Babacar Diagne a accepté effectivement qu'il avait travaillé à polir l'image de Diouf, et il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas dans la même mission avec Abdoulaye Wade. Et le même Wade, ce que Kadiali se pose comme question, comment est-ce qu'on a pu accepter que celui qui était l'adversaire d'hier, qu'on puisse le recruter aujourd'hui pour continuer à faire le même travail? C'est de deux choses l'une. Ou bien c'est du cynisme de celui qui a recruté, en se disant, viens, je vais te mettre très mal à l'aise parce que c'est toi qui me critiquais hier et tout. Je vais te mettre dans une situation où tu ne pourras plus me critiquer. Et maintenant, regarde-toi dans la glace, si tu es satisfait de ton image, mais tant mieux. Mais en tout cas, travaille mon image. Et donc, en le faisant, d'après le livre, Wade a occupé tout l'espace. Babacar Diagne l'y a aidé. Finalement, les compétitions dont je parlais, confrériques, ont utilisé les accointances avec le pouvoir politique. Les compétitions sportives ont utilisé des accointances avec le pouvoir public. Tout le monde s'est dit, on se rapproche du centre du pouvoir pour obtenir évidemment gain de cause par rapport à ce que nous voulons qu'on montre de nous à la télévision. Ce faisant, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le service public a été complètement détourné de ses objectifs. Kadiali dit quelque part, il fait une comparaison, en disant certains ont détourné de l'argent, le denier public. Mais à la RTS, dit-il, il n'y a peut-être pas suffisamment d'argent à détourner. Qu'est-ce qu'on peut donc détourner? Il dit il y a détournement d'objectifs. On a détourné pour les missions d'une seule personne, c'est lui qui parle, pour les beaux yeux d'une seule personne, on a détourné les moyens financiers, les moyens techniques, les ressources les moyens humains, tout a été, la logistique, tout a été détourné pour être mis au service d'une seule personne, au service d'un pouvoir animé par une personne qui s'appelle Abdoulaye Wade. Et donc, lui, dans son livre, il dit, il ne peut pas comprendre qu'effectivement de l'argent du contribuable ait pu être détourné à ce point-là. Donc, ce qui se passe, c'est que quand les autres détournent, et quand on parle de leur affaire, on oublie parfois qu'il y a d'autres formes de détournement, et il ne se contente pas pour ça. Il fait une incursion quelque part en disant que d'autres DG font la même chose également avec l'argent qu'on leur a confié, avec les missions qu'on leur a confiées. Donc finalement, c'est le service public qui est malade, qui souffre. Mais puisque ici, il est question de médias, il est question de radio et de télévision, nous allons rester à la radio et à la télévision. Il dit, Abdou Diouf était effectivement, avec Babacar Diagne, Abdou Diouf était servi plus que de mesures. Bon, mais quand Abdoulaye Wade avait été réduit pendant des années à une sorte de portion congrue parce que simplement il était l'opposant, à un moment donné, quand arrivait l'heure de ce que lui il considère comme la revanche, il a pris tout l'espace et tellement pris que finalement il n'y avait plus de place pour personne. Alors donc cela, en le faisant, évidemment on a tué l'intérêt que le public pouvait avoir pour la RTS. Mais ce qu'on n'a pas vu venir, et c'est là la faiblesse, ce qu'on n'a pas vu venir, c'est qu'il y avait d'autres radios déjà qui avaient émergé, qui avaient déjà participé d'une manière ou d'une autre à l'alternance, non pas en étant pour le candidat de 2000 face à Wade, non. Les journalistes avaient fait leur boulot. Et dans le livre, on voit quelque part qu'il allait dire que Wade s'est trompé en pensant que parce qu'il y avait une certaine proximité avec des journalistes, parce que ces gens n'avaient pas la possibilité de toujours accéder à d'autres qui étaient au pouvoir, mais que Wade était disponible, les gens de l'opposition en général étaient disponibles. Donc cette proximité avait fait croire, avait fait penser que finalement c'est fini, arrivé au pouvoir, ça va continuer.
ça a tout de suite donné lieu à un désamour et Wade n'a pas compris. Les journalistes, eux, y avaient compris. Ils se sont dit, de toute façon, d'abord, ce qui les intéresse, ce n'est pas le pouvoir, c'est ceux qui n'ont pas de voix. C'est les sans voix que les journalistes vont aller chercher. Si vous êtes bien servi par la RTS, nous n'avons plus rien à faire avec vous. Nous allons chercher ailleurs d'autres personnes qui n'ont pas la possibilité de parler. Parce que justement, la RTS a refusé l'ouverture. Les débats politiques dont il parle. Le CNRA qui était plus une instance de régulation pour la période pré- et la période électorale comme telle, ce CNRA-là organisait effectivement des débats un peu trop squelettiques parfois, en tout cas tellement bien encadrés qu'à la limite on ne voyait pas le vrai débat politique. Donc on voyait un débat de politiciens entre politiciens où il y avait beaucoup plus d'invectives que d'autres choses que d'informations. Cela fait que donc, pour la formation de l'opinion, la RTS n'a pas joué le rôle qu'on aurait dû être en droit d'attendre du service public. Former le citoyen qui met son argent. Promouvoir toutes les langues, en tout cas au moins les langues codifiées, qui sont, je crois, au nombre aujourd'hui de 6, 7, je ne sais plus, hein, en fait ça a augmenté, est-ce que ce n'est pas 9 d'ailleurs? 19 langues codifiées, bon ça c'est la culture qui parle, il sait bien de quoi il parle. Donc 19 langues codifiées au Sénégal. Évidemment, ne me demandez pas si ça marche ou ça ne marche pas. En tout cas, au moins la réalité est là. C'est toujours une richesse évidemment que les gens puissent apporter ce qu'ils apportent. Donc Kadiali, il se désole que la RTS n'ait pas pu jouer ce rôle-là, que la RTS n'ait pas pu profiter de cette diversité. Et ensuite, ce qui nous fait voir, c'est que contrairement à ce qu'on a pu penser à un moment donné, c'est qu'à force d'utiliser l'image, à force d'utiliser la télévision, à force d'occuper cet espace, on en arrive effectivement à détruire sa propre image, à l'affaiblir considérablement. C'était déjà arrivé à Diouf, on avait pensé que Wade retiendrait la leçon. Un jour, moi-même personnellement, j'ai dit à Babacar Diagne, alors rédacteur en chef du journal télévisé, j'ai dit, mais Babacar, la RTS n'aide pas Diouf, parce qu'il est surexposé. Est-ce que vous ne gagneriez pas un peu à réduire? Il me dit, ça c'est le service public, nous sommes obligés de faire ce que le gouvernement nous demande de faire. Et tout à fait comme si Diouf m'avait entendu, une semaine après, je l'entends lui-même Diouf dire, les discours, mes discours qu'on passe à la télévision sont trop longs. Coupez s'il vous plaît, coupez mes propres discours. Et je vois Babacar, j'ai dit, hé Babacar, Diouf m'a donné raison, la dernière fois je te disais telle chose. Babacar me dit, Bahoum, ça c'est la parole de Diouf. Il peut le dire comme ça. Mais quand je couperai dans ses discours et que les tuiles me tomberont sur la tête, il ne sera pas là pour dire non. Alors, voilà donc déjà, c'est exactement comme ça qu'il m'a répondu. Donc, c'est vous dire que les pouvoirs, ceux qui sont au centre peuvent dire, prendre des engagements, mais peut-être que c'est également dans la périphérie du pouvoir qu'il y a évidemment ces petits pouvoirs qui finissent par influencer tout le monde et le président se retrouve là-dedans. Mais au moins, dans le cas de Wade, une de ses conseillères a dit à l'époque, citant Abdoulaye Wade lui-même, que s'il ne dépendait que de moi, Wade, c'est Wade qui parlait, que s'il ne dépendait que de moi, la caméra, je la porterai tous les jours sur mon épaule, simplement tellement j'aime la télévision. Ça, j'ai cité quelqu'un qui travaillait avec Wade et qui a dit que c'est Wade qui a parlé comme ça. Donc, c'est donc vous dire effectivement que quand dans le livre, on voit tout cela, je comprends parfaitement que celui qui le regarde de l'intérieur, qui a vécu ses difficultés, qui connaît Babacar Diagne, qui a travaillé sous les ordres de Babacar Diagne, qui connaît le président Wade, qui l'a suivi dans l'opposition, qui s'est retrouvé avec lui, enfin, il ne s'est pas retrouvé avec Wade au pouvoir, mais en tout cas, que Wade était au pouvoir, il continue à faire le travail, il est ulcéré, je le comprends parfaitement. Mais heureusement, quelque part également, il dit, c'est pas seulement la RTS en fait qui est comme ça. Globalement, on a tendance, dans nos médias, effectivement, à faire de l'autocensure. Et il explique ou de l'autocensure, ou de la manipulation, ou de la connivence. Je définissais tantôt la différence qu'il y avait entre la connivence et la manipulation. La manipulation, c'est que la personne qui est manipulée peut ne pas savoir, on a abusé de sa bonne foi. La connivence, c'est une question de dire « Nyofar ». D'accord, dis-moi ce que tu as à me dire, je l'écris, même si je sais que c'est faux. Alors que dans le métier du journaliste, on dit toujours de lui que c'est celui qui doit faire, enfin qui est à la limite suicidaire, parce qu'il peut lui arriver, et il doit lui arriver parfois, d'écrire des choses qui ne vont pas dans le sens de ses convictions propres. Mais puisque lui n'est ni l'information ni le fait, mais il rapporte les faits et l'information, évidemment, il doit pouvoir se mettre
prendre une distance critique vis-à-vis de ça et ne pas se confondre avec l'information au point d'accepter la connivence. Donc, quelque part, il nous renvoie dans le livre à la dualité qu'il y a eu au sommet de l'État entre un Idrissa Seck et un Abdoulaye Wade. Finalement, Wade qui prend le service public de l'audiovisuel, qui l'utilise à sa guise, Idrissa Seck qui se rabat sur d'autres médias également, qui l'aident en acceptant, en se disant, bon, écoute, c'est ça qui est intéressant, parce que bon, les trains qui arrivent à l'heure, ça ne nous intéresse pas, et donc il y a quelqu'un, passez-moi l'expression, hein, pour suffisamment, excusez-moi, hein, pour quelqu'un qui bon, je vais dire quoi, quelqu'un qui amène droit un peu, ben c'est très bien, nous, celui-là, il nous intéresse, et en fait, ça arrive également. Donc les journalistes ont fait ce travail-là. Mais en le faisant, ils sont sortis du service public. Il y avait une mission de service public, comme je disais tantôt. Ce n'est pas seulement la RTS, ce n'est pas seulement le Soleil qui doit faire un travail de service public. Il y a toujours une part de service public dans n'importe quelle radio. Il y a une part de service public dans n'importe quelle télévision, y compris privée, dans une part de service public. Parce qu'on ne peut quand même pas décider simplement qu'on va faire uniquement dans la dénonciation, uniquement dans l'invective, etc. Au moins en informant sur les questions de santé, en informant sur les questions d'éducation, en informant sur la formation, en participant à la formation citoyenne, on fait effectivement du service public. Cela est également attendu de toutes les radios. Donc, si un opposant ou quelqu'un qui était au pouvoir et ensuite qui est en train de glisser vers l'opposition, évidemment, se met à utiliser tous ces supports-là, c'est son droit, on comprend. Mais à la limite, on en est arrivé où Wade dû dire un jour, je n'ai pas d'opposition autre que les médias. Et ça, c'est bien souligné dans le livre. Que finalement, il n'y avait pas d'opposition politique, il n'y avait pas de parti opposant, mais que sa principale opposition, lui, c'était les médias. Et il a dû en arriver là quand il a constaté qu'en fait, ceux qu'il prenait pour ses amis n'étaient pas forcément ses amis, ce n'étaient pas forcément ses supporters ni ses suppôts, c'est simplement qu'il faisait un travail en se disant que vous êtes dans l'opposition, vous n'êtes pas suffisamment visible dans le service public de l'audiovisuel, nous allons vous rendre visible, nous allons écouter ce que vous allez dire, mais après c'est fini. Le mariage s'arrête le jour où vous avez changé de camp. Parce que vous êtes maintenant dans une autre famille, nous restons dans notre famille traditionnelle, la famille de la critique, la famille de l'observation, la famille de l'écriture responsable, la famille de la formation du citoyen pour le préparer à d'autres échéances. Et ce sont ces échéances-là que lui, il rapporte quelque part en 2007 dans le livre pour expliquer selon lui comment Wade a voulu utiliser et la radio et la télévision durant la campagne électorale pour obtenir un résultat avec des moyens colossaux qui avaient été obtenus avec l'argent de l'ANOCI, donc beaucoup de moyens pour la télévision et pour la radio. Et lui, il dit, en fait, il est assez critique. Il dit, on a pris au dépourvu tous les candidats de 2007. On leur a tendu le micro à cet instant parce qu'ils étaient tellement impressionnés par la technique, par le matériel, par la logistique qui avait été déployée durant leur campagne, donc dans le groupe de chacun, je veux dire que dans, comment est-ce qu'on appelle ça, dans la délégation, dans l'équipe de campagne. Donc l'équipe de campagne que la télévision avait mise à la disposition de chaque staff avait été tellement professionnelle, le matériel tellement impressionnant, que en fait chacun des candidats, tout de suite pris au dépourvu, en tout cas psychologiquement surpris, a dû dire on n'a jamais assisté à une campagne aussi bien faite. Je crois que c'est à peu près ça qu'il a voulu dire. Donc, et lui, il pense qu'en vérité, c'est simplement parce que les gens ont été impressionnés par l'équipement qui a été mis, mais qu'en vérité, en fait de démocratie dans les médias, il n'y en avait pas dans le service public et il n'y en a pas encore aujourd'hui. Et il dit, des gens qui avaient fait ce travail ont voulu continuer à le faire avec Macky Sall. Mais quelque part dans le livre, il dit, dans d'autres pays en Afrique, ou même ailleurs dans le monde, quand vous avez été, entre guillemets, propagandiste de quelqu'un, quand il perd le pouvoir, généralement, vous faites profil bas, sinon vous exilez volontairement. Ici, il n'y a pas eu d'exil, sinon affectation ailleurs, et on ne peut pas dire de Babacar Diagne qu'il a mal réussi sa reconversion. Là-dessus, il est un as, peut-être. De Diouf à Wade, de Wade à Macky, il n'a rien perdu au change et maintenant effectivement il gagne en galon. Mais peut-être qu'également ça c'est la stratégie de Macky, de dire vous ne pouvez pas avoir sucé les autres en finissant par
leur faire perdre leur image et donc faire perdre le pouvoir, je ne peux pas vous laisser plus longtemps ici, mais pour une raison ou pour une autre, vous pouvez aller me représenter quelque part, faites une autre carrière, évidemment ça également, c'est toujours une reconversion, ça fait partie de ce que Babacar a réussi. Bon, pour dire quoi? Que globalement donc, si nous allons sur le terrain, si nous voyons les prétentions confrériques, le même Babacar Diagne un jour dit que avec les magal, les gamous et autres manifestations religieuses, le jour où il me le disait là, le jour là, il me dit j'ai pour 2 années de bandes disponibles si j'arrêtais de prendre aujourd'hui, donc d'alimenter mon stock aujourd'hui, si j'arrêtais, et chaque jeudi je passe des éléments de magal, de gamou, etc. J'en ai pour 2 ans, sans même renouveler le stock. C'est vous dire donc, ça nous aurait fait exactement, sauf erreur de ma part, 104 jeudis durant lesquels il n'y en aurait que pour des gamou et des magal. Après, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ces choses-là apportent? Et encore là, Kadiali le souligne dans le livre, que finalement, on a l'impression que chaque famille veut se positionner, chaque famille veut dire nous sommes les meilleurs, chaque famille veut que le service vienne à lui, à elle. Et on a vu, c'est cité dans le livre, des familles ou des porte-paroles de famille ou des gens prétendant parler au nom de famille, dire la RTS ne fait pas de l'équilibre ou alors le pouvoir est effectivement contre ma famille et contre mon groupe et contre ma confrérie. Donc tout cela mis côte à côte, évidemment on comprend que oui, il y a de désespoir quelque part, mais moi je dirais simplement la déception. La déception est venue de quoi? On pensait qu'en 2000, le service public changerait, que ça travaillerait autrement que l'on fait comme sous Diouf, avec des critiques qui ont été relevées dans le livre de Modignan, des livres de critiques de Modignan sur le service public de l'audiovisuel. Donc tout cela, on voit qu'on avait espéré qu'arrivé en 2000, on terminerait cette façon de travailler. En 2000, ça a continué et aujourd'hui, est-ce que nous avons changé ou pas? Est-ce que la RTS a fait ça mieux? Je ne sais pas. Chacun ici est capable de voir si la télévision a changé, si elle n'a pas changé. Mais puisque ce n'est pas l'objet de son livre c'était ce qui s'était passé de 2000 à 2012. Mais évidemment, avec la période coloniale, avec cet héritage-là, je dis, on ne peut pas reprocher aujourd'hui à Kadiali de n'avoir pas parlé du présent parce que le présent était déjà arrivé pendant que lui faisait son livre. Excusez-moi d'avoir été long, d'avoir le résumé. Voilà.